Bonjour Elodie. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Avec grand plaisir, merci à vous pour cette invitation et ce sujet. Eh bien écoute, c'est avec plaisir. Ça fait longtemps, depuis que je fais d'ailleurs l'émission Café Coaching, que je veux parler de méditation, parce que c'est pour moi un outil précieux. Et puis j'avais vraiment envie de transmettre de l'info là-dessus, mais j'attendais la bonne personne. Voilà. Et puis j'ai découvert que tu proposais des conférences, puis j'ai vraiment vu ce qu'il y avait derrière, et du coup je me suis dit j'ai trouvé la bonne personne, on va le faire. Super, plaisir. Alors est-ce que déjà tu peux nous expliquer qu'est-ce que la méditation ? Alors la méditation, souvent ça paraît quelque chose de très complexe et en fait c'est très simple puisque c'est un état naturel de conscience. C'est quelque chose qu'on expérimente tous à un moment donné de notre vie. Les enfants sont beaucoup dans des états de méditation. Le principe d'un état de méditation, c'est un état d'ouverture et de présence à ce qui est. On est à ce qu'on fait. Exactement. À ce qu'on fait ou à ce qu'on vit. On peut ressentir des états proches de l'état de méditation, par exemple quand on est devant un magnifique paysage, à la montagne, ou quand on est près de la mer ou de l'océan, quand on est dans la nature, très souvent, c'est des endroits qui nous apaisent et où on est complètement présent et ouvert à tout ce qui est. Donc l'état de méditation, c'est vraiment cet état-là. Ouais, c'est de ressenti, c'est d'être dans un ressenti de ce qui est ou de ce qu'on vit. Oui. En fait. Moi, souvent, je médite beaucoup. Et j'ai une amie un jour qui me disait mais moi, je médite pas. Et je lui disais en fait, si toi, tu médites tout le temps, parce que en fait, quand tu fais quelque chose, tu es à ce que tu fais. Donc, c'est un peu ça. Tout à fait, ouais. On peut méditer comme on voit les photos en étant assis par terre, dans la position zen ou du lotus, mais on peut aussi méditer quand on marche, quand on parle, quand on est au volant de notre voiture, quand on fait des activités normales. C'est vraiment le fait d'être attentif à ce qui est et d'être dans l'instant présent. Dans l'instant présent, il y a une notion d'instant présent. Et alors justement, nous là, on va parler de pleine conscience, parce que la pleine conscience tend vers ça, le fait de ne pas forcément se poser pour méditer. Est-ce que tu peux nous donner la définition de la pleine conscience ? Alors, la définition de la pleine conscience, c'est le fait de porter une attention délibérée à l'instant présent, sans filtre, sans jugement et sans attente. Donc ça, c'est des notions qu'on va développer un petit peu, je pense, dans l'heure. Mais c'est vraiment le fait de porter une attention à ce qui est. À ce qui est, d'accord. À l'instant présent. Et est-ce que tu peux aussi nous parler un peu des origines de la méditation ? On a l'impression que c'est quelque chose qui vient ça vient de loin en même temps, c'est vieux, mais voilà, les origines, puis pourquoi maintenant ça revient comme une méthode qu'on a l'impression qu'on découvre, et puis finalement quand on commence à la découvrir, on se rend compte que waouh, c'est vieux tout ça quoi. C'est vrai. Nous, en Occident, en Europe et aux États-Unis, c'est des méthodes qui reviennent depuis 20 ou 30 ans, mais c'est des méthodes qui ont des milliers d'années d'expérience derrière elles. Donc la méditation, moi l'image que j'aime bien, la méditation pour moi c'est comme le sport, c'est-à-dire que c'est vraiment un ensemble de pratiques et de disciplines, et la pleine conscience, c'est une de ces disciplines au sein de la méditation. Donc c'est un petit peu comme on pourrait dire le football, c'est une discipline au sein du milieu sportif. La danse, c'est une discipline. La pleine conscience, c'est une discipline de la méditation. Donc la méditation, les origines, on ne les connaît pas trop. Il y a des scientifiques qui estiment que ça pourrait remonter à 300 000 ans. C'est-à-dire quand l'homme a découvert le feu et qu'il a commencé à être dans cet état d'observation, de présence. Mais on n'a aucune trace, c'est des hypothèses, mais ça peut donner une idée. Après, on sait que dans le bouddhisme, c'est des choses qui remontent à il y a plusieurs milliers d'années, donc il y a environ 5000 ans. Et on retrouve des traces de méditation dans l'ensemble des religions qui ont pu exister, ou dans l'ensemble des sagesses qui peuvent exister et qui sont remises à jour aujourd'hui. C'est vrai que certaines religions, quand ils parlent de prière, pour certaines, parlent de prière méditative. Tout à fait, tout à fait. Et nous, on redécouvre un petit peu ces outils parce que ça a été énormément développé dans les sagesses orientales, notamment. Donc, on parle du bouddhisme, on parle du zen, on parle de tout un tas d'autres disciplines également. Nous, on a Jon Kabat-Zinn, qui était au départ docteur dans les années 70, qui est toujours, et qui a allié toutes les découvertes un petit peu scientifiques et médicales, et ce domaine-là, aux sagesses orientale, et donc qui a proposé en 1979 un premier programme de méditation de pleine conscience qui était le MBSR. Et donc par rapport à ce point de départ, après la méditation s'est vraiment développée, notamment aux États-Unis. Elle est aujourd'hui pratiquée dans les écoles, dans les prisons, dans les entreprises. Google a son instructeur en méditation qui a écrit un livre, et
qui font assez parler d'eux. On n'en est pas là en France quand même. Hein. Ça arrive petit à petit, mais c'est vrai que les États-Unis ont vraiment pris ce virage-là dans les années 79, dans les années 80. Nous, en France, il y a 2 personnes qui nous aident beaucoup à transmettre et à diffuser un petit peu ces messages. Le premier, c'est Mathieu Ricard, qui est moine bouddhiste. Et ce qu'on sait moins, c'est que Mathieu Ricard, il est au départ médecin en biologique moléculaire et cellulaire. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est atypique, ouais. Parce qu'on rejoint également le domaine de la médecine avec Mathieu Ricard. Oui, et donc, c'est des personnes qui viennent du domaine scientifique, qui ont besoin de vérifier les choses. Tout à fait. Et qui ont permis vraiment de faire des avancées également dans la médecine pour comprendre tous les bienfaits de la méditation. Et donc Mathieu Ricard, dans les années 2000, il a commencé avec Richard Davidson à travailler sur la neuroplasticité cérébrale. Donc on a étudié le cerveau de Mathieu Ricard pour voir un petit peu les différences qu'il y avait, les bienfaits que ça provoquait, quels étaient les effets de l'état de méditation. Et avec tous ces éléments, on a commencé à prouver scientifiquement les bienfaits de la méditation. Par de l'imagerie, d'ailleurs moi j'avais lu des articles, puis tu m'en as parlé aussi la dernière fois, qu'il y a par de l'imagerie, on voit le cerveau d'une personne qui médite beaucoup, les zones du cerveau d'une personne qui médite beaucoup et d'une personne qui ne médite pas, qui ne sont pas développées de la même façon. Exactement. On se rend compte que la méditation va vraiment avoir un effet structurel au niveau du cerveau. Et donc, par exemple, Mathieu Ricard, pour l'anecdote, c'était assez marrant parce que quand on a étudié son cerveau, on s'est aperçu que les zones de son cerveau liées notamment aux émotions plutôt agréables, à la joie, à toutes ces choses-là, étaient très développées chez lui, et que les zones liées aux émotions plutôt désagréables telles que la colère, la haine, étaient sous-développées. Et donc on l'a appelé l'homme le plus heureux du monde parce que c'est ce que son cerveau nous montrait. Ouais. Et il a expliqué, il l'explique encore aujourd'hui, que non, pas du tout, c'est pas l'homme le plus heureux du monde, mais oui, la méditation a des effets vraiment structurels au niveau du cerveau. En tout cas, il a sûrement une capacité à dépasser peut-être les problèmes ou les situations dites négatives plus rapidement que quelqu'un. Tout à fait. Ou aller voir de façon positive, quoi. Exactement. Comme un sportif va avoir les zones de son cerveau qui sont liées à sa pratique surdéveloppées, Mathieu Ricard, il a développé les zones de son cerveau qui sont liées à la compassion, à l'altruisme, au bonheur et à tout. C'est comme du sport, quoi. Exactement, on rejoint exactement. Et donc le troisième alors? Eh ben nous en France on a également Christophe André qui est médecin psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne de Paris, qui en 2009 a commencé à intégrer les outils de la pleine conscience au sein de l'hôpital Sainte-Anne et qui contribue aujourd'hui beaucoup au développement de ces pratiques et à la diffusion de ces idées par des livres, par des CD, par des audios. Il y a même je crois une application Méditer avec Christophe André, c'est ce que tu me disais. Sur les smartphones, les iPhones et tout, méditer avec Christophe André. Ouais. Et Christophe André, il est au départ spécialiste des troubles anxieux et dépressifs à l'hôpital Sainte-Anne. Et donc, il utilise la méditation de pleine conscience en prévention des rechutes dépressives, notamment. Et donc, on va se rendre compte que dans les effets, nous, qui nous sont apportés aujourd'hui, on retrouve beaucoup la gestion de l'anxiété, la gestion de la dépression, la prévention des rechutes dépressives et tout un tas d'effets également au niveau du stress. Et oui, puisque vu que tu es plus à ce que tu fais, tu as aussi plus conscience des émotions qui arrivent. Exactement. Il y a à la fois une conscience qui va se développer de nos sensations, de nos perceptions, de nos pensées. Également, on pense tout le temps, mais on s'en rend pas forcément compte, on n'en est pas conscient. Oui. Tiens, tu nous en diras. La pleine conscience, c'est vraiment, au départ, la pleine conscience vient du terme mindfulness. Donc mindfulness, qui est un terme anglais, qui est assez mal traduit en français, puisque nous, on le traduit par pleine conscience, alors que ça veut plutôt dire une attention juste ou une conscience vigilante. C'est être en conscience, quoi. Exactement, être conscient de ce qui se passe. Et c'est vraiment, mindfulness, c'est en opposition avec ce qu'on appelle, nous, le pilotage automatique. Et donc, le pilotage automatique, c'est toutes ces pensées qu'on a tous les jours. Alors, vas-y, donne-nous les chiffres. Moi, je suis tombée par terre quand on a préparé l'émission. C'est vrai, il y a quelques chiffres. Donc, le pilotage automatique, ça correspond à nos pensées qu'on a de manière inconsciente et de manière automatique. Et donc, les neuroscientifiques, ceux qui travaillent sur notre cerveau, nous disent qu'aujourd'hui, on a environ 60 000 pensées par jour. 60 000 pensées par jour, c'est des pensées quasiment toutes les secondes qui s'enchaînent. Sur ces 60 000 pensées, il y en a 95% qui sont inconscientes, c'est-à-dire dont on n'a pas conscience du tout, qu'on a conscience de 5% de nos pensées. Qui passent derrière, quoi. Exactement. Sur ces 60 000 pensées, on en a également 90% qui sont les mêmes d'un jour sur l'autre.
C'est-à-dire qu'on va penser quasiment la même chose toute notre vie. Waouh. Et pendant des périodes, on a vraiment des pensées Ça qui fait vont être peur, là. Exactement. C'est pour ça que c'est très utilisé dans la prévention, notamment des rechutes dépressives, qui est très lié aussi à ce qu'on appelle notre rumination, La notre pilotage rumination. automatique. Et après, combien de pensées négatives là-dessus? C'est ça Celle-là, qui elle m'a... fait mal. Ouais, c'est ça qui m'a... Waouh. On a 48 000 pensées négatives par jour, donc c'est environ 80%. Ce qui est au départ une bonne chose, puisque notre cerveau, c'est vraiment notre cerveau qui va alimenter ses pensées et qui est en mode automatique, a pour fonction de nous aider à survivre et de nous préparer au danger. Donc il va stocker toutes les informations plutôt négatives, plutôt liées au danger, plutôt liées à ce qui pourrait nous arriver de négatif. Et là, c'est de la prévention, quoi. Exactement, exactement. Et donc, notre pilotage automatique, il nous emmène dans 3 directions. Il va nous emmener dans le passé, dans ce qu'on va appeler les ruminations. Donc, par exemple, j'ai fait une boulette à mon boulot ou j'ai fait une erreur un jour où il y a quelque chose pour lequel, par exemple, je m'en veux et on va repenser à cette chose-là. Et donc, cette rumination va alimenter des pensées négatives et des pensées qui vont avoir un impact sur notre état, nos émotions, notre cerveau, enfin, tout ce qu'on découvre aujourd'hui. Donc, ça, c'est la première direction, plutôt vers le passé, vers la rumination. On a également la deuxième direction qui est d'aller vers le futur. Le futur, ouais. Et vers le futur, souvent, c'est se préparer au danger. C'est des peurs, quoi. Exactement. C'est, ou là, mon Dieu, qu'est-ce qui m'attend? Ou je dois faire ça, comment je vais faire? Exactement. Ouais. Donc là, c'est des pensées qui peuvent générer du stress, de l'anxiété, qui peuvent générer de l'angoisse, de l'inquiétude. Et on a une troisième direction, c'est le présent. Donc nos pensées peuvent quand même nous emmener dans le présent, mais on se rend compte que dans le pilotage automatique, elles nous emmènent plutôt dans le jugement du présent. Du présent. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait présent à ce qui est, mais on va juger l'expérience qu'on est en train de vivre, la relation qu'on est en train d'avoir ou la situation qu'on expérimente. Donc c'est vraiment notre pilotage automatique nous emmène dans des directions qui sont en dehors de l'instant présent. Mais du coup, en gros, si on va vers ces pratiques de méditation, quelles qu'elles soient, mais là, par exemple, on parle de la pleine conscience, on peut sortir de ce pilotage automatique et l'objectif, c'est d'être le plus dans des pensées conscientes. Tout à fait. Alors, au tout départ, on va pas avoir, dans la méditation, le principe, c'est de ne pas avoir d'attente, de ne pas avoir d'objectif. Ah, et oui. c'est quelque chose de très paradoxal, mais le principe au tout départ de la pleine conscience, c'est vraiment prendre conscience de ce qui est, sans filtre, c'est-à-dire que je ne choisis pas ce qui m'arrive. Si par exemple je me mets à méditer et que je me rends compte que j'ai des pensées qui sont liées au passé, qui sont plutôt de la rumination. L'idée, c'est pas de dire « Ah non, 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 ces pensées, j'en veux pas », mais c'est de les observer, c'est d'en D'accord. prendre conscience. C'est juste déjà, dans un premier temps, de prendre conscience de là où on en est et de ce qui se passe dans notre cerveau, quoi. Exactement, D'accord. exactement. Et finalement, de rien en faire. Alors, c'est pas qu'on va rien en faire, c'est tout le paradoxe, c'est qu'on va les observer. Donc quand on est dans l'observation, on est à la fois dans le faire, mais aussi dans le non-faire, puisqu'on n'a pas à agir sur ce qui est. Et nous, en tant qu'occidentaux, c'est quelque chose de très difficile, parce qu'on est habitué à faire. Et rien que s'installer quelques minutes pour prendre le temps d'observer sa respiration, ses sensations, sa posture, ses pensées, c'est quelque chose pour nous qui nous est assez difficile au départ. Mais c'est vraiment le fait d'observer, de prendre conscience de ce qui est, sans vouloir changer Oui. ces choses-là. Oui. Donc ça, c'est vraiment le premier, sans filtre. Ça, c'est compliqué, hein. C'est vrai. Ouais. Et donc, sans filtre, c'est je ne choisis pas ce qui vient, j'accepte et j'accueille ce qui est. Je ne contrôle pas. Exactement, sans jugement. Donc, une fois que j'ai accepté et que j'observe ce qui est en moi, je vais pas me dire tiens alors ça c'est du passé donc ça c'est mal, ça c'est du futur c'est mal aussi, ah tiens là je suis dans l'instant présent c'est bien. Non, on va simplement observer. Parfois dans la pratique de la méditation de pleine conscience, on va prendre conscience qu'on est amené dans le futur par nos pensées. On va parfois prendre conscience qu'on a des tensions au niveau du corps ou des pensées qui peuvent être du jugement. Et parfois on va être dans l'instant présent, simplement dans la conscience de ces choses-là. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bon ou de mauvais, c'est simplement d'observer ce qui est. Donc Oui, ça c'est vraiment ça demande quand même une forme de sagesse, hein, quand même. Hein. de sagesse et d'entraînement. Et d'entraînement. Parce qu'on n'est pas du tout entraîné à ça. Donc automatiquement, notre cerveau, il va nous bombarder de jugements, il va nous dire attention, là, tu es en train d'avoir mal ici, tu as telle pensée, c'est pas bien. Et du coup, les gens, quand ils démarrent la méditation de pleine conscience, souvent doutent un petit peu au début parce qu'ils se demandent mais est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est vraiment ça la méditation? Je suis pas sûr. Donc, et puis on a tendance à croire qu'il faut plus penser. Oui, en fait. exactement. Aussi, hein, on a tendance à se dire si je médite,
faut plus que je pense, il faut plus que j'ai de pensées, et tant que j'ai des pensées, c'est que je médite pas. Moi, j'ai souvent entendu ça. C'est vrai. Ça, c'est une idée reçue qui est très répandue, qui est que la méditation, c'est une absence de pensée. En fait, la méditation, c'est pas une absence de pensée, c'est le fait d'observer notre fonctionnement. Et donc, c'est plutôt une absence d'engagement dans nos pensées. C'est-à-dire que nos pensées, on va continuer à en avoir, mais habituellement, on est embarqué. C'est comme des trains de pensée qui passent et qui nous emmènent. Et parfois, on va se retrouver à penser sans s'en rendre compte. Et à un moment donné, on va en prendre conscience et on va dire « Ah, mais en fait, je suis plus du tout là. Ouais. » Et pendant quelques instants, du coup, on n'a plus de souvenir de Ouais. ce qu'on a fait. Ça, c'est très courant quand on est en pilotage automatique. Donc, ça peut être quand on est sur une route qu'on connaît très bien ou quand on est dans le train. Ça arrive souvent de se dire oh, je suis arrivée chez moi, je me rappelle pas du chemin. Je me revois pas avoir conduit, quoi. Voilà. Exactement. Et tu dis, c'est quand même dangereux. Hein. Donc, nous, méditer, c'est pas arrêter les pensées, mais c'est plutôt ne pas s'engager à l'intérieur de ces pensées. Donc, plutôt de les observer, d'avoir un point de vue extérieur et d'observer. Tiens, donc j'ai telle pensée, et sans se laisser entraîner à l'intérieur. Café Coaching. Jusqu'à 14h. Alors, on est dans Café Coaching, on est sur Radio Pluriel, et on n'est pas Radio Pluriel, on est à la Bulle de Bonheur à Grenoble, et je suis avec Gabin Belay qui nous parle de la méditation et plus particulièrement de la pleine conscience. Et écoutez bien hein, parce que c'est super intéressant et c'est surtout super bien quand on la pratique, la pleine conscience. Et alors j'aimerais bien qu'on parle, on a un peu déjà évoqué les idées reçues de la méditation, comme tiens, si je médite, il faut pas que je pense, ce genre de choses. Il y a aussi le fait, enfin souvent on associe la méditation à la relaxation. Et c'est pareil, est-ce que c'est une idée reçue, ça ? Oui, tout à fait. On n'est pas sur les mêmes objectifs, on n'est pas sur le même type de pratique. Il peut y avoir des effets qui se ressemblent, mais le principe d'une relaxation, c'est d'avoir un objectif de détente et de relâchement musculaire, psychologique, émotionnel, peu importe, avec cet objectif de détente. La méditation, on n'a pas d'objectif particulier, si ce n'est le fait d'observer notre propre fonctionnement. Par contre, il y a quand même, ça a quand même cet effet. Enfin, cet effet, il y a moi j'ai le sentiment que quand même plus on médite, plus on se sent détendu. Alors, on va retrouver cet effet-là au bout d'un moment de pratique, mais pas forcément. Ouais, c'est pas une obligation. Oui, ça va vraiment dépendre de chaque méditation. Ça va dépendre aussi de la pratique qu'on utilise. Si on utilise la pleine conscience va plutôt nous permettre de prendre conscience de ce qui est pour nous. Oui, ce qui peut ne pas être au début. Des fois, même ne pas être très relaxant, en fait. Des fois, ça peut être perturbant d'être en conscience de ce qui se passe, finalement. Ouais. Exactement. Quand moi, j'organise les ateliers, sur des ateliers réguliers, on a très souvent des personnes qui ont l'habitude de venir et des personnes qui découvrent pour la première fois. Et pour les personnes qui découvrent, c'est toujours assez marrant parce que la question, c'est « mais est-ce que ça fait tout le temps aussi mal à la fin ?» Parce que la pleine conscience, ça peut aussi avoir cet effet de prendre conscience des tensions dans notre corps ou des émotions présentes dans notre corps ou des pensées. C'est un peu comme une radio qu'on a tout le temps en fond, mais dont on n'a pas conscience. La pleine conscience, c'est monter un peu ce volume et y faire attention. Ouais, c'est vrai que tu as raison, dans un premier temps, c'est pas forcément agréable. Moi, je me rappelle, j'avais fait un stage de méditation. C'était pas de pleine conscience, mais de méditation, je sais plus laquelle. En tout cas, c'est le premier. C'est la première fois que je faisais un pas là-dedans, et effectivement, pour moi, ça avait été très, très angoissant. Enfin, ça me crée des angoisses. Après, on m'avait bien guidée et on m'avait vraiment, pas influencée, mais on m'avait, je trouve plus le mot, conseillé de continuer, ce que j'ai fait, parce que je suis un peu acharnée. Et effectivement, mais ça a eu par contre un effet derrière très positif, puisque du coup, on prend conscience qu'il y a une angoisse. Enfin, moi, dans mon cas, c'était du coup, dans mon corps, il y a une angoisse. Je reste en conscience de ça, mais du coup, je vais en faire quelque chose, quoi.
Tout à fait. Donc on peut avoir cet effet-là et très souvent c'est ce qui va arriver parce qu'à un moment donné pour méditer ça va être également important qu'on puisse être bien dans notre corps et voilà qu'on puisse avoir cette stabilité. Donc ça va nous apporter au fur et à mesure mais c'est un peu comme le sport. Quand on démarre le sport on peut avoir des courbatures, on peut avoir des douleurs, on peut avoir plein de choses désagréables. Après on se sent bien quand on continue. On y retourne. Exactement. Mais même quand on a l'habitude de faire du sport, parfois il y a des moments où on se dit non là j'ai pas envie d'aller au sport et même quand on y va, parfois on peut ressortir encore avec des courbatures. C'est vraiment les mêmes mécanismes. Ouais, c'est vrai. On parle aussi on a tendance aussi à croire que c'est une technique de concentration. Alors, la concentration, elle va être à un moment donné nécessaire. On va entraîner notre concentration, mais il y a une différence entre concentration et méditation, puisque la concentration, c'est le fait de focaliser notre attention et notre conscience sur un point précis. Alors que la méditation, c'est plutôt une ouverture à ce qui est. Donc, on va quand même retrouver au départ des exercices de concentration qu'on appelle des exercices de calme mental. Par exemple, tu me parlais de l'exercice de la bougie. Donc, ça va être le fait de rester focalisé, de focaliser notre attention sur un objet. Ça peut être également sur un son, pour ceux qui utilisent les mantras. Ça peut être également simplement sur notre respiration. C'est vrai que moi, je trouve que c'est un moyen de... Enfin, moi, j'ai le sentiment que la concentration, c'est comme tu dis, il n'y a pas d'objectif. C'est pas l'objectif, mais c'est un moyen d'aller vers la méditation. Tout à fait, ouais. Un petit peu, moi, l'image que j'aime bien donner par rapport à la concentration, c'est un peu comme l'endurance quand on fait de la boxe. C'est-à-dire que quand on est sur un ring de boxe, l'endurance, c'est pas ce qu'on va utiliser. Par contre, on en a absolument besoin. C'est pour ça que les boxeurs vont faire des footings, on les voit les dimanches matins, ou quand vous regardez Rocky, vous le voyez aller courir. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin de cette base-là pour pratiquer. Si votre esprit est complètement agité, c'est-à-dire qu'il passe d'une idée à une autre, qu'il se laisse complètement entraîner par les pensées, qu'il est dans le jugement, dans la rumination, vous allez pas pouvoir, vous allez être limité dans votre pratique de la méditation. Donc c'est vraiment s'entraîner à développer cette concentration. C'est un entraînement. Voilà, à certains moments. Mais la méditation, c'est vraiment une ouverture au niveau de la conscience. Enfin voilà, quand tu dis c'est comme un sport, c'est vraiment de dire aux gens de pas s'arrêter à la première fois où ils essayent et que oui, souvent la première fois, c'est comme quand on va courir et qu'on n'a pas couru depuis un moment, ça dure 10 minutes quoi. C'est ça. Voire 5 et puis après il faut recommencer et ça revient quoi. Ouais, c'est exactement ça. Puis ça dure 5-10 minutes et parfois c'est difficile, on a froid, on peut avoir mal, on peut pas en voir les bénéfices, on peut se sentir coupable et se dire j'ai vraiment été nul, j'arrive pas à faire ça, avoir envie de jeter l'éponge. La méditation, c'est vrai que c'est les mêmes principes. Ouais. On parle aussi de... je suis toujours dans ces idées reçues, dans ce que je peux entendre. C'est une méthode de réflexion. Alors oui, c'est un peu l'expression, nous en tant qu'occidentaux, quand on dit à quelqu'un, tiens, réfléchis sur un truc, c'est médite là-dessus. Médite là-dessus, c'est vrai. Alors que pas du tout. Du tout. Parce que médite là-dessus, dans le sens va réfléchir sur quelque chose, c'est plutôt une analyse. De ce qui est, et donc on rentre dans des processus de pensée, d'observation, de jugement, de comparaison. C'est des choses qui sont très bien mais qui sont pas liées à la méditation. La méditation, on est vraiment sur l'observation, le ressenti et la conscience de ce qui est, pas dans l'analyse de ce qui est. Oui, on revient toujours à ça. Mais c'est vrai que je trouve que c'est pas évident cette notion quand même. Enfin, faut y aller, faut le faire quoi pour comprendre. C'est ça, la pratique aide beaucoup. Et il y a aussi un gros amalgame avec les religions. Oui. Moi, souvent, quand je parle de méditation, on me dit « mais je suis pas croyant ». Il y a ce genre de choses que j'entends. Il y a « oui, mais je sais pas prier ». On croit aussi que c'est une forme de prière. Alors ça peut, d'ailleurs, c'est ce qu'on disait dans les religions. Ils ont dit qu'il y a des prières méditatives. Mais est-ce que... Enfin, pour toi, dans ce que tu as pu vivre, tu as le sentiment que c'est relié à une religion ou à des religions, ou est-ce que... La pratique de la méditation, elle peut être reliée à un moment donné à des religions, mais aujourd'hui, notamment la pleine conscience, c'est une forme de méditation qui se veut laïque
et donc qui revendique vraiment ce statut de méditation laïque pour pouvoir aller dans les écoles, dans les prisons, dans les entreprises, dans le milieu du sport. Elle est vraiment accessible et ouverte à tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est que la méditation, on a des traces de méditation de plusieurs milliers d'années et qu'on en retrouve dans toutes les formes de religion et de sagesse. On parle toujours à un moment donné d'introspection, de méditation, voilà, d'une forme de conscience qui se développe. Donc on la retrouve vraiment dans tous les types de religions, mais la méditation, c'est vraiment l'outil, la pratique. C'est comme si on avait utilisé le sport ou la parole dans l'ensemble des religions. C'est la même chose. Aujourd'hui, la pleine conscience, elle est extraite de ces milieux-là, culturels et cultuels religieux, pour pouvoir s'intégrer dans notre monde à nous. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a vu tout à l'heure, nous, les personnes qui viennent un peu diffuser ces idées et nous aider à pratiquer, c'est John Kabat-Zinn qui est médecin, c'est Mathieu Ricard qui au départ est médecin, c'est Christophe André qui est psychiatre. Et aujourd'hui, on vient dire que la pleine conscience, c'est laïque, parce qu'on a des résultats au niveau de la santé, que la médecine le prouve, que la science le prouve. Et aujourd'hui, notre entre guillemets nouvelle religion, c'est un peu la science, c'est un peu la médecine. Donc c'est réutilisé et ça va continuer à se diffuser dans ces milieux-là. Et peut-être que dans 100 ans, il y a des gens qui diront « Ah non, nous on a une nouvelle forme de méditation qui est extraite de la science, de la médecine. » C'est ça qui est génial. C'est l'évolution et puis c'est justement l'évolution de conscience. C'est ce dont on parle depuis le début, d'être en conscience. Et ça fait, ça tend vers ça, quoi, d'évoluer en conscience, quoi. Exactement. Les bienfaits. Oula. Parce qu'il y en a plein, on en a déjà évoqué plein, mais j'aimerais vraiment que là on tue, c'est toi, c'est ta spécialité, moi je la pratique. C'est ce que je te disais quand on a préparé l'émission, je disais que c'était une émission, c'est peut-être pour ça que j'ai mis autant de temps, que j'arrivais pas à construire parce que vu que je suis dedans, c'est comme si je faisais une émission sur comment manger. Et ben là c'était pareil, donc c'est vraiment toi, tu sais en parler, explique-nous, parle-nous des différents bienfaits sur les émotions, sur le cerveau, le corps. Tu me parlais aussi des gènes, enfin ça c'est fabuleux. Exactement. Aujourd'hui, on sait qu'il y a énormément de bienfaits. De la méditation, j'allais dire les bouddhistes nous le disent depuis des milliers d'années, nous on le découvre depuis une dizaine d'années, notamment avec l'étude du cerveau, de toutes ces choses-là, les neuroscientifiques qui se penchent sur ces questions. Après les bienfaits, c'est toujours une question à prendre avec des pincettes, puisque l'un des principes de la méditation et notamment de la pleine conscience, c'est de pratiquer sans attente. C'est-à-dire sans objectif particulier. Et donc ces bienfaits, ils sont plutôt là pour illustrer et nous pour nous rassurer. En tant qu'occidentaux, qui avons souvent un esprit cartésien, on a besoin de comprendre, on croit ce qu'on voit. Et donc quand on a des scientifiques qui viennent nous présenter des schémas et qui nous disent le cerveau a grossi ici, du coup il y a tel bienfait. Mais les bienfaits au départ, ils sont vraiment à prendre comme des explications, mais après à mettre de côté pour la pratique. Faut pas qu'à un moment donné ça vienne nous gêner dans la pratique. C'est vrai que c'est ça qui est un peu compliqué dans cette pratique, c'est qu'à la fois tous les gens qui pratiquent disent c'est énorme, mais en même temps en général quand on en arrive à dire c'est énorme, c'est que il y a de l'entraînement et en même temps ça peut du coup être frustrant et décourageant au début, quoi. Exactement. Parce qu'il faut pas qu'il y ait d'attente. C'est ça. On va vraiment pratiquer sans attente. Après, pour les bienfaits, on les retrouve dans 4 domaines différents. Aujourd'hui, de la manière dont ça nous est expliqué, on retrouve des bienfaits au niveau des émotions. Donc, la capacité à réguler ses émotions. On parlait tout à l'heure de troubles anxieux et dépressifs, de prévenir la rechute dépressive et de l'anxiété. On va retrouver une gestion, par exemple, de l'impulsivité. Et également, il y a énormément de bienfaits au niveau des addictions. Donc ça, c'est vraiment des outils qui sont utilisés pour justement ces temps de sevrage, entre guillemets, liés aux addictions. Donc ça, c'est vraiment le premier bienfait au niveau de nos émotions. Le fait d'observer nos sensations, de prendre conscience de nos pensées, on est plus à même d'entendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et oui, parce qu'on devient un peu plus acteur de ce qui se passe en nous, du coup. C'est peut-être moins... stressant, on devient conscient et on a moins l'impression de subir les choses. C'est ça. Et puis elle nous pète moins la figure au dernier moment quand c'est monté. Tout d'un coup, on en prend. Quand tu dis sur l'impulsivité, je pense qu'effectivement, tu sens monter l'émotion. Donc il y a moins de pétage de plomb, quoi. C'est ça.
Après, on a des effets qui sont liés au cerveau. On nous en parle beaucoup aujourd'hui parce qu'on a les images, on a les IRM, on a Mathieu Ricard qui a beaucoup travaillé là-dessus et d'autres maintenant beaucoup. Donc au niveau du cerveau, on voit qu'il y a vraiment une restructuration au niveau du cerveau. C'est-à-dire qu'on a des zones qui vont grossir, des zones qui vont diminuer. On a notamment, là c'est vraiment des données schématiques pour qu'on puisse comprendre, mais on a par exemple nos lobes frontaux qui sont liés, tout à l'heure on en parlait, aux émotions plutôt agréables telles que la joie, l'altruisme et la compassion et le bonheur, qui ont tendance à se développer, c'est-à-dire à prendre plus de place et à être plus utilisés. Un petit peu comme un muscle qu'on va utiliser qui va grossir, et ben dans notre cerveau, plus on utilise ces zones-là de pensée, d'observation et de conscience, plus elles vont se développer à l'intérieur même de notre cerveau. Donc on a cette augmentation de nos lobes frontaux liés aux émotions plutôt agréables. On a la diminution également du volume des lobes frontaux liés à l'inverse à l'inquiétude, l'angoisse, l'anxiété, les peurs, la haine, voilà, toutes ces choses-là. Et on a également après des effets sur, par exemple, on parle souvent de l'amygdale qui a un rôle essentiel au niveau de nos émotions, donc une régulation vraiment. Mais donc on va j'avais voir. quand même lu que j'avais lu dans le livre L'intelligence émotionnelle qui disait que l'amygdale, c'est la partie du cerveau qui fait que on a des actes irréfléchis. Exactement. Ils avaient fait des études sur, par exemple, les cas des cas de meurtre où les personnes disaient, souvent dans 80, je sais plus, presque 19% des cas, la personne on dit perdu la tête, ne se rappelle même plus ce qui s'est passé. Et c'est à ce niveau, c'est dans cette zone-là que ça se passe. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que l'effet de la méditation, c'est de diminuer cette zone-là. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup moins tendance à utiliser notre amygdale pour passer à l'action. On va plutôt utiliser stimuler d'autres zones du cerveau. C'est vraiment une question d'entraînement. Et alors, tu me parlais de gènes. Oui, on parlait des gènes, on parlait du corps, exactement. Au niveau du corps, on va retrouver les bienfaits, par exemple, au niveau de la tension artérielle, une diminution de la tension artérielle. Et au niveau des gènes, ça c'est extraordinaire. On fait les découvertes tout récemment, on a découvert ça, que on a ce qu'on appelle des télomères, donc qui sont en charge de notre vieillissement. Et donc ces télomères, c'est des cellules qui font partie de notre patrimoine génétique. Et on pensait que ces télomères, on n'avait aucun effet sur elles et qu'elles continuaient leur croissance et que du coup on vieillissait au fur et à mesure. On s'est rendu compte que ce qui fait vieillir une télomère, c'est sa réduction. Et ce qui la fait réduire, c'est une inflammation des télomères, souvent liée au stress, à l'angoisse, à l'anxiété et à tout un tas d'autres émotions dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, on s'est rendu compte que la pratique de la méditation permettait de limiter l'inflammation des télomères et permettait même de les rallonger. C'est-à-dire que la méditation a un effet direct sur notre patrimoine génétique qui est le ralentissement du vieillissement. Waouh, écoutez. Hein. C'est extraordinaire. Donc ça, c'est des découvertes qui sont toutes récentes. Et ce qui est assez hallucinant, c'est qu'aujourd'hui, on vient prouver ça avec la science. Mais les bouddhistes et tous ceux qui utilisent la méditation depuis des milliers d'années en parlent dans leurs textes. Enfin, on a les... Mais c'est vrai qu'on on les trouve toujours super jeunes, ces bouddhistes. On ne saurait pas leur donner d'âge. C'est vrai. Et voilà, on est dans Café Coaching, on arrive à la fin de l'émission déjà. Enfin voilà, il reste encore un peu de temps, mais quand même ça passe vite. Hein. Ça passe très très vite. À chaque fois, on a l'impression qu'on aura le temps, que ça va être cool, et puis hop. Bon alors je suis avec Gabin Belay, on parle de méditation, on parle de pleine conscience. Et voilà, Gabin nous dit plein de choses, c'est super intéressant parce qu'en plus il y a vraiment ce lien avec la science aujourd'hui qui nous prouve les bienfaits de la méditation et c'est vraiment chouette. Bon alors, est-ce que tu peux nous dire comment on médite? Oui, parce que, comme ça ceux qui voudront essayer, on a parlé tout à l'heure de l'importance de la pratique, ceux qui voudront essayer, vous pourrez avec tous ces conseils, parce qu'en fait c'est très simple de pratiquer la méditation et encore plus la méditation de pleine conscience. Oui, la pleine conscience encore plus. Alors explique-nous déjà. Alors, vous pouvez pratiquer n'importe où, un petit peu n'importe quand. On parlera tout à l'heure des différents moments de pratique, mais dans n'importe quelle posture, puisque votre posture, vous pouvez être assis pour pratiquer, vous pouvez être assis sur une chaise, assis au sol, allongé, en marchant. Ce qui est important au niveau de la posture, c'est d'avoir une posture qui est droite, qui est ouverte et qui soit détendue. C'est-à-dire qu'il ne va pas créer de tension supplémentaire. Donc vraiment, vous pouvez marcher en étant droit, ouvert et détendu. Vous pouvez être allongé en étant droit, ouvert et détendu, être assis en étant droit, ouvert et détendu. Ça, c'est le premier conseil de pratique. En fait, en gros, c'est ouvert et détendu. Et droit.
Et droit. Droit, ça va nous donner oui. la stabilité. L'ouverture pour pas créer de tension supplémentaire. Et le fait d'être détendu pour être relâché et être pleinement conscient. D'accord, on peut être allongé. Oui, également. Le risque quand on est allongé, c'est s'endormir, de s'assoupir un petit peu. Ouais. Donc ça peut aider au départ d'être soit assis au sol, soit d'être assis sur une chaise pour ceux qui auraient peur d'avoir des tensions. Oui. Et voilà, on peut pratiquer dans plusieurs positions. Ensuite, on a souvent l'image que la méditation, il faut avoir les yeux fermés. Dans la méditation de pleine conscience, en tout cas quand vous démarrez, vous avez deux options. Soit vous pouvez avoir les yeux fermés, c'est plus facile à ce moment-là de prendre conscience de ce qui se passe en nous. Et le risque de ne pas être gêné par tout ce qui se passe autour. Exactement, par toutes les sollicitations visuelles, par tout ce qui se passe, exactement. Donc vous pouvez soit avoir les yeux fermés, soit on peut également avoir les yeux qui sont ouverts mais plutôt mi-clos. Le regard un peu dans le vague qui est posé à 2-3 mètres devant vous. Qui n'est pas forcément fixé sur quelque chose, finalement. Exactement. C'est pour ça que vous pouvez même pratiquer la méditation de pleine conscience au boulot ou dans votre voiture, parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir les yeux fermés, vous n'êtes pas obligé d'être allongé ou dans une position particulière, vous pouvez être assis sur votre chaise, droit ouvert détendu, et avoir les yeux simplement qui ne sont pas à s'accrocher à tout ce qui se passe autour, mais plutôt le regard dans le vague. D'accord. Après, on parle souvent de respiration. Ah bah oui. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Moi, j'ai l'impression que c'est le premier principe de la... Souvent, on parle beaucoup de respiration. Oui. C'est ce qui permet aussi de se concentrer, je trouve. La respiration, c'est très utilisé pour revenir à l'instant présent, puisqu'on respire tout le temps. On est tout le temps en train de respirer. On n'en a pas conscience. Les scientifiques nous disent qu'on a environ 15 000 respirations par jour. On est conscient de quelques-unes au maximum. On a quand même moins de respiration que de pensée. Oui. C'est un truc de fou, ça. On a plusieurs pensées dans une même respiration. C'est ça. Donc, la proposition de la pleine conscience, c'est simplement d'observer notre respiration, d'en prendre conscience sans chercher à la modifier. On va se rendre compte que le fait de porter notre attention sur notre respiration va parfois la modifier. Ouais. Mais l'idée, ça c'est ok, c'est de pas faire un effort volontaire pour modifier notre respiration. Simplement prendre conscience et peut-être prendre conscience que ça change et que ça se transforme. Ouais, d'accord. La respiration. Moi, je trouve que la respiration, je le répète, mais quand on commence et qu'on a tendance à avoir le cerveau qui va à droite, à gauche, le fait de rester concentré quand même sur sa respiration, ça permet de pas partir dans tous les sens, quoi. Exactement. Alors, quoi d'autre? Alors, les autres conseils qu'on peut donner, et ceux-là, ils sont clés, c'est au niveau de l'attitude. Puisque on va démarrer un apprentissage qui va être jalonné de réussite, de joie, d'échecs, de doutes, d'erreurs, enfin de tout un tas de choses. Donc c'est vraiment d'avoir une attitude bienveillante envers soi-même. C'est-à-dire que quand on pratique, c'est un peu comme quand on apprend le vélo, peut-être qu'à un moment donné on va tomber du vélo, peut-être qu'on va se faire mal, peut-être qu'on va avoir envie d'arrêter, peut-être qu'on sera démotivé. L'idée c'est vraiment avoir de la bienveillance envers soi-même. Aussi parce que notre pilotage automatique, il est tellement habituel qu'on va être, quand on va s'installer pour méditer, on va être bombardé de tout un tas de pensées, passé, futur, jugement. Et donc, ça va être tout le temps la pratique, un balancement entre je suis dans l'instant présent et je n'y suis plus. Et donc, l'idée, c'est pas de se taper sur les doigts en disant ah mince, je me suis loupé, j'y suis pas arrivé. Mais c'est plutôt, quand on prend conscience qu'on est parti, se féliciter. Je reviens. Exactement. Je me félicite, je me dis c'est chouette, j'ai pris conscience que je m'étais éloigné et je reviens. C'est déjà une victoire en soi, quoi. Exactement. Ouais. C'est vraiment le mécanisme même de la méditation, surtout au départ. Et dans le jugement, je trouve, celui qu'on a beaucoup au début, c'est le sentiment de perdre du temps. Parce qu'on a tendance souvent, dans les idées reçues, justement, sur la méditation, c'est je ne fais rien pendant ce temps. On croit que la méditation, c'est ne rien faire. Et il y a ça aussi qui, je pense, vient perturber la méditation, ce sentiment de perte de temps, quoi. Ce qui est génial, c'est que la méditation, quand on commence, on va s'installer par exemple et se dire allez, je médite 10 minutes ou un quart d'heure. Et dès qu'on va être installé, on va se dire non mais je devrais être en train de faire ça, ou je devrais par exemple faire à manger, ou je devrais répondre à un mail, ou je devrais passer un coup de fil, ou je devrais... On est dans un culte du faire tout le temps. Et on se sent bien quand on fait. Mais on se rend compte que s'installer, ça peut être 15 minutes, 30 minutes, 1 heure par jour, ça va avoir des bienfaits qui sont tellement au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire, que les gens qui pratiquent, c'est un peu comme le sport, c'est qu'on prend un temps pour soi, et pour son bien-être, mais également pour tout un tas d'autres avantages, qui soient psychologiques, émotionnels, corporels, génétiques, enfin tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Et on en parlait l'autre jour, on finit par gagner du temps. On en parlait l'autre jour, c'est marrant, hein, ce sentiment de... quand tout va trop vite, c'est finalement quand je me pose et que je médite, même des fois qu'un quart d'heure, que
quand je repars, je suis plus dans cette même mouvance et j'ai gagné du temps plutôt que d'en perdre, quoi. Ouais, exactement. Et on en parlait la dernière fois, mais c'est vrai que moi, je pratique très régulièrement la méditation et je me rends compte que je vais avoir envie de pratiquer plus les moments où j'ai énormément de choses à faire. Par exemple, ce matin, je me suis installé pour méditer et au bout d'un quart d'heure, je me dis, bon ben ok, pour ma méditation du matin, c'est ok. Et ça me disait non, surtout pas, j'avais vraiment envie. Et du coup, je me suis retrouvé à méditer pendant 45 minutes, mais sans que ça soit un effort, sans que ça soit... C'était vraiment un bienfait. Et au final, je me rends compte que dans ma matinée, je suis beaucoup plus efficace, je perds beaucoup moins de temps, je suis beaucoup mieux organisé. Et il y a tout un tas de choses qui vont arriver, qui vont faire que tout se met en place d'une manière qu'on avance et que tout se passe bien. Parce que tu es à ce que tu fais, du coup. Exactement. Et on part pas dans tous les sens, on n'est moins pas... parasité, moins... Tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu as d'autres conseils ? Oui, on peut avoir des conseils au niveau des pensées, puisque ça va quand même être clé au départ. Nos pensées, l'idée c'est de ne pas chercher à les modifier, de ne pas chercher à les juger, de ne pas se dire « Ah non, je ne devrais pas penser à ci ou à ça », mais c'est plutôt d'en prendre conscience. Et de prendre conscience que parfois on va avoir des pensées qui vont nous dire « Tu ne devrais pas être assis, tu t'ennuies, tu as plein d'autres choses à faire, le fais pas, en plus ça te fait un peu mal, en plus on n'est pas sûr que ça va vraiment marcher ». Ça peut être ok d'avoir tous ces jugements, tous ces doutes, c'est simplement d'en prendre conscience, d'accepter ça et de les observer. Donc les pensées, c'est vraiment les observer sans être embarqué à l'intérieur de ces pensées. Une fois, m'avait donné l'image que j'aimais bien de voir les pensées et même les émotions comme des nuages qui passent en fait. Tout à fait. Et en fait, et de les laisser passer quoi finalement. Effectivement, il y a cette notion juste d'observation. Exactement. C'est vraiment le fait qu'on n'ait pas nos pensées. C'est-à-dire qu'on peut les observer et elles peuvent naître dans notre esprit et disparaître sans qu'on ait rien à y faire. D'accord. Est-ce que tu as un autre petit conseil ? Eh bien, le dernier conseil, ça sera au niveau des sensations. C'est, on va avoir tout un tas de sensations quand on pratique. Ça peut être des sensations agréables, désagréables, grossières ou plutôt subtiles, tout un tas de sensations. L'idée, pareil, c'est de ne pas avoir d'objectif, de ne pas chercher à modifier ces sensations, mais simplement d'en prendre conscience. Et parfois, je vais ressentir une douleur à l'épaule ou je vais ressentir une sensation plutôt agréable au niveau du ventre. Et ben, c'est de ne pas s'attacher à ces sensations, mais simplement de les observer. Pareil, ce qu'on disait, en fait, c'est on observe, on ne s'attache pas. On n'essaye pas de la faire partir. À tout prix, il y a ça aussi. C'est ça. Tiens, je vais me concentrer dessus, je vais respirer. Non, elle est là. Quoi. Exactement. Bon, alors voilà pour les conseils. Ça, c'est pour les conseils. J'espère que vous avez bien écouté. De toute façon, vous pouvez réécouter puisque les émissions, elles sont réécoutables sur le site de Radio Pluriel, enfin sur la chaîne YouTube de Radio Pluriel, sur ma chaîne YouTube à moi, sur les Facebook, enfin bon, vous trouverez. Dans la pratique, tu parlais de pratiques... en tout cas pour la pleine conscience, on n'est pas obligé de se poser, différents, formels, informels, tu me disais. C'est pas comme cette méditation qu'on voit toujours où on se pose en lotus. La pleine conscience, on peut la pratiquer partout. C'est ça qui est intéressant. Oui, partout, tout le temps. Alors, c'est ça qui est intéressant, mais c'est ça aussi qui peut être culpabilisant à un moment donné. Mais c'est vraiment de trouver cet équilibre. Mais on distingue 3 types de pratiques dans la pleine conscience. On va avoir ce qu'on appelle en premier les pratiques formelles. Une pratique formelle, c'est un temps qu'on prend pour soi, un temps donné. Et on se dit que là, par exemple, je me donne 10 minutes pour pratiquer la pleine conscience. Et donc, je m'assois ou je m'allonge. Et soit je peux le faire seul, soit je le fais à plusieurs dans le cadre d'ateliers ou peu importe. Ça peut être des méditations guidées, par exemple avec des applications ou des CD, ça se fait beaucoup aujourd'hui, ou en silence. Et ça peut être fait de manière régulière ou de manière plutôt ponctuelle. Il n'y a pas de règle. Voilà, mais une pratique formelle, c'est je m'installe et je vais pratiquer. C'est quelque chose qui est prévu et je m'y consacre complètement. Ensuite, on a ce qu'on appelle les pratiques informelles. Les pratiques informelles, c'est tout ce qu'on peut faire, notamment quand on est, entre guillemets, en attente ou on n'est pas complètement actif. Donc ça va être, par exemple, je suis au volant de